Bonjour à tous et bienvenue dans le All Talk Games. Alors, je reviens pour vous parler de la NCAA, non pas de NBA cette fois. Pourquoi la NCAA? Tout simplement, actuellement, nous sommes en plein milieu de ce qu'on appelle la March Madness. La March Madness, c'est les phases finales de la NCAA. Donc, je vais essayer d'expliquer justement un peu plus précisément comment ça fonctionne. Et on va dire c'est une espèce d'introduction à la NCAA et à la March Madness. La NCAA est donc le championnat américain universitaire de basketball, enfin de volley. C'est les championnats universitaires de basket, de sport. Et là, on s'intéresse à la NCAA basket, bien évidemment. Et voilà, actuellement, c'est la March Madness. Et la March Madness, c'est on va dire le tournoi final pour aller remporter le titre NCAA. Comment ça fonctionne? C'est simple, il y a 32 conférences en NCAA et les 32 équipes donc, ont déjà participé à une saison régulière où elles ont affronté à la fois des équipes où elles ont affronté au match aller retour les équipes de leur conférence et des équipes de même prestige, on va dire. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une sorte de classement, on va dire, de prestige. Par exemple, Duke est une équipe très prestigieuse. Elle ne va pas affronter North Carolina Central lors de si celle-ci n'est pas dans sa conférence lors de la saison régulière. Voilà. Donc il y a 68 équipes en NCAA. Il y a 68 équipes qui sont sélectionnées pour la March Madness en NCAA, sinon il y en a beaucoup plus. Les champions de chaque conférence, donc ça fait 32 équipes, plus des équipes qui sont invitées, sélectionnées, encore une fois, de manière totalement subjective avec certains critères. C'est un peu toujours les mêmes équipes qu'on retrouve, on va dire, enfin pas vraiment toujours les mêmes équipes, mais il y a des équipes qui ne gagnent pas, qui sont à peu près sûres d'y aller. Il faut quand même faire un minimum durant la saison régulière. Quand on est en dessous des 50 victoires, on ne va pas à la March Madness, c'est sûr. Il me semble que c'est pour cette raison qu'on ne retrouve pas UCLA cette année. Enfin voilà, ça se compose en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. J'ai mes petites fiches sous les yeux. D'abord le First Four. Le First Four, c'est donc 4 matchs où des équipes des universités un peu plus petites s'affrontent. Et elles seront ensuite réparties pour affronter différentes équipes durant le First Round. Donc, qui est le premier tour, où cette fois nous avons 64 équipes au total, ce qui fait 32 matchs. Avec des têtes de série, ça fonctionne, on va dire, il y a 4 grands groupes qui sont créés, avec 4 grands groupes de 16 équipes qui sont créés, avec, on va dire, un système de 1 à 16. Le 1 affronte le 16, le 2 affronte le 15, ainsi de suite. Voilà, ensuite, les équipes qui gagnent en un match sec, c'est là où la NCAA est très intéressante, c'est que ça se joue en un match sec, passe au second tour, second round en anglais, et ensuite, de nouveau, en un match sec, les équipes qui gagnent vont au Sweet 16. À partir du Sweet 16, qui n'a pas encore démarré, qui démarre très bientôt, à partir du Sweet 16, ça devient vraiment plus intéressant. Ça commence vraiment à... La March Madness est de toute façon intéressante, mais le Sweet 16, je dirais qu'elle commence à avoir un peu plus de piment. Les équipes qui gagnent s'en vont au Elite 8. Là, vraiment, quand tu atteins le Elite 8, c'est très, très sérieux. Et après le Elite 8, donc, il y a la partie East, la partie South, la partie Midwest et la partie West. Donc le Elite 8, c'est un peu la finale de chaque partie. Et ensuite, lors du Final Four, la partie South affronte la partie Midwest et la partie East affronte la partie West.
enfin le vainqueur de chaque partie. C'est bien ce que j'entends par là. Et donc, après le Elite 8, il y a le Final Four qui est et là, ça devient très très important. Le Final Four, c'est énorme en NCAA. Le sport universitaire américain est énormément suivi là-bas. Et ici aussi, moi, je vous cache pas, je le suis. Je suis énormément la March Madness depuis qu'elle a commencé. Et les vainqueurs des matchs du Final Four s'en vont pour la finale de la NCAA. La tradition veut que l'on fasse des brackets, que moi j'ai fait. Voilà. Mon bracket, je vous dis, en finale, j'ai mis Duke contre Virginia. Virginia qui est selon moi l'équipe qui a réalisé la meilleure saison régulière de toute la NCAA parce que comparé, vu le bilan qu'ils ont fait par rapport à l'adversité qu'ils avaient, ce qu'ils ont fait, c'est assez énorme. Voilà, il y a des équipes qui ont peut-être un meilleur bilan, mais qui par contre ont affronté des équipes moins fortes. Voilà, c'est Virginia, si je me souviens bien, ils ont eu un meilleur bilan que Duke, il me semble. Et Duke, je les ai mis en vainqueur quand même, parce que Duke a 3 des 5 meilleurs joueurs de la prochaine draft. Zion Williamson, R.J. Barrett et Cam Reddish. Zion Williamson et R.J. Barrett sont sans doute numéro 1 et numéro 2 de la draft. Voilà, donc. Et pour ça, je les vois passer. D'autant plus que ça révèle réellement les joueurs qui sont bons dans les grands moments, la NCAA, enfin la March Madness. Et on a vu face à l'université de UCF que dans les grands moments, notamment Zion, répondait présent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Zion Williamson, vous l'avez sans doute vu passer sur Facebook, sur Twitter, parce que ses vidéos tournent en boucle. C'est une espèce de mastodonte de 2m5, 6, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, et de 130 kg, et qui montre très très haut. Il rappelle LeBron James. Au niveau médiatique, je crois qu'on n'a jamais vu quelque chose d'aussi fou dès le lycée. Et ce qui est fort pour Duke, quand ils ont battu UCF, c'est que UCF avait un pivot du nom de Taco Fall de 2m29. Et c'est très compliqué d'attaquer sur un pivot de 2m29. D'autant plus que Zion Williamson a fini le match sur un lay-up défendu par Taco Fall. Donc il arrive et en plus il obtient la faute. Il arrive, donc cette action elle est exceptionnelle franchement. Et ça monte encore plus sa hype. Ce qui est bien aussi avec la NCAA, c'est que parfois il y a des petites équipes qui font des upsets. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, upset, c'est en gros, c'est quand le petit poussé passe, quand l'équipe qui n'est pas favori passe. Je vais penser à Murray State. Murray State qui a battu Marquette alors qu'il n'était pas favori. Je suis très fier, j'avais mis Murray State qui passait face à Marquette, mais Murray State n'était pas favori lors du match et ils sont quand même passés. Et ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que Murray State a Ja Morant, un des meilleurs joueurs aussi de la prochaine draft, qui est dans ce match où ils sont passés. Ils ont été éliminés au tour d'après, Murray State, donc bon. Mais ils ont quand même réussi à passer un tour alors que personne ne les voyait passer. Enfin, personne. Pas tout le monde les voyait passer un tour plutôt. Ja Morant réalise un triple-double dans ce match, ce qui arrive très très rarement à NCAA. On voit ça beaucoup en NBA actuellement avec Russell Westbrook, Ben Simmons, Nikola Jokic. Mais en NCAA, déjà c'est un temps plus court. C'est demi-temps de 20 minutes. Et les coachs font plus tourner. C'est beaucoup plus tactique et c'est beaucoup plus brouillon. Voir un match NCAA, c'est vraiment... c'est un basket d'intensité. C'est un basket pas propre. C'est un basket où il y a beaucoup de pertes de balles, mais c'est très sympa à voir parce qu'ils se donnent à fond. Ils savent que c'est leur chance d'aller au plus haut niveau. C'est leur chance vraiment d'atteindre la NBA. Donc tous ceux qui seront à la prochaine draft ne sont pas forcément en NCAA. On prend l'exemple de Sekou Doumbouya, le français qui lui joue en France et du coup n'y est pas. Même s'il y a des Français qui y sont, Kylian Tilly joue à Gonzaga, qui est la tête de série de la partie ouest.
mais il y a aussi des joueurs qui ont été éliminés durant la saison régulière, qui n'y sont pas. Pour eux, il faut croiser les doigts pour que les têtes de série, pour que les joueurs qui sont en dessous d'eux lors des mock drafts ne montent pas trop entre temps, parce que sinon ça va être compliqué, ils peuvent rapidement descendre. C'est vraiment faire la March Madness, je dirais que c'est très important pour un jeune joueur. Voilà pour cette présentation de la NCAA. Je vais donc en résumé, si vous voulez la suivre, le 28 et 29 mars, il y aura le Sweet 16 avec des matchs comme Duke contre Virginia Tech, Virginia qui affrontera Virginia, attention oui, vous pouvez retrouver des équipes avec des noms similaires. Virginia Tech et Virginia, ça n'est pas la même université. Mais il y a des gros matchs déjà qui commencent à se préparer. Personnellement, je la suis avec attention. Et en plus, sur Reddit, vous pouvez trouver facilement des liens pour voir les matchs. Et en plus, c'est des matchs qui sont souvent plus tôt. Il y a, par exemple, pour le first round et le second round, il y a eu beaucoup de matchs qui ont commencé à 17h10, 17h40. Donc c'est vraiment, finalement, pas extrêmement compliqué à voir à notre époque. Il y a une époque où c'était impossible à voir. Mais voilà, si vous voulez un peu plus de renseignements sur l'histoire du Final Four, notamment parce que, enfin, de la March Madness, je vous conseille de faire des recherches vraiment à fond, notamment faire des recherches sur la finale parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont révélés en finale. Je vais prendre l'exemple de Carmelo Anthony. Il ne s'est pas révélé en finale réellement de la NCAA. Il avait déjà une grosse hype, mais il a gagné la NCAA en étant élu meilleur joueur de la finale. C'est le MOP, on appelle ça. Et il a été drafté, je rappelle, 3e à la draft qui a suivi. Donc, vous voyez, ça, je ne dis pas que sans ça, il n'aurait pas été 3e. Mais si ça se trouve, sans ça, Dwayne Wade serait passé devant, Chris Bosh serait passé devant. On n'en sait rien, mais il a ça dans son palmarès. On peut se foutre de la gueule de Carmelo Anthony, mais il a le titre, il a gagné la NCAA et il a le titre de meilleur joueur de la finale NCAA dans son palmarès. On va prendre l'exemple aussi de Donte DiVincenzo, qui l'année dernière a été le MOP de la finale pour Villanova. Villanova qui est 2 fois lors des 3 dernières années, si je me souviens bien. Et Donte DiVincenzo, lui, a vu vraiment sa cote de popularité énormément monter après avoir été MOP, sachant qu'il était MOP en sortie de banc. Par contre, quand vous regarderez la liste des MOP, vous verrez qu'il y a des joueurs qui finalement, ou parfois ne sont pas allés en NBA même, ou alors n'ont pas fait des grosses carrières. Si je ne me trompe pas, Kemba Walker l'a été. Si je me souviens bien, il l'a été même en mettant un gros shoot pour terminer la finale. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous refaire les matchs sur YouTube, on les trouve, vous refaire les finales NCAA, parce que c'est vraiment... La finale, ça joue souvent bien en plus, et c'est vraiment très sympa à voir. C'est une autre manière de voir le basket qu'en Europe, où c'est très propre, où le spectacle qu'on voit en NBA. C'est un autre basket. Et on peut retrouver, et il y a des vraies légendes autour de la NCAA. Il y a des vraies grosses universités vraiment célèbres. North Carolina qui a fait grandir Michael Jordan, James Worthy, ou alors Michigan avec la très célèbre équipe du Fab Five des années 90. Je vous conseille de vous renseigner. Il y a un excellent documentaire autour du Fab Five qui s'appelle justement, je crois, The Fab Five, que je vous conseille de regarder. C'était une équipe fantastique qui a bouleversé les codes sociaux. C'est simple. Souvent, on dit que Michael Jordan et Allen Iverson ont amené le street, le hip-hop en NBA. Non, ceux qui l'ont amené, c'est le Fab Five. L'équipe qui a amené le hip-hop en NCAA, c'est le Fab Five, en NBA, je veux dire, pardon. Une équipe universitaire ultra spectaculaire qui a été composée que de rookies, on va dire.
que de première année, ce qui d'habitude ne se fait pas. D'habitude, c'est très rare. En plus, c'était que des joueurs black, et dans les années 90, avoir que des joueurs black, souvent c'était plutôt la NCAA, il y a toujours eu ce côté, avoir son petit blanc intelligent. C'est très particulier, c'est pas comme en NBA où on s'en fout de ça, et tant mieux qu'on s'en foute, bien sûr, tant mieux qu'on s'en fout en NBA. Mais la NCAA, c'est le côté universitaire, c'est un autre univers. Donc ils ont bouleversé des codes en étant ultra spectaculaires. Malheureusement, ils n'ont jamais gagné la finale NCAA. Pour des raisons dont je vous conseille vraiment de vous renseigner, je vous conseille aussi de regarder à propos du joueur Chris Webber qui était dans le Fight 5. Sur la chaîne The Ball Never Lies, il y a une très bonne vidéo sur Chris Webber où il parle de pourquoi ils n'ont pas gagné cette NCAA. Chris Webber qui a une carrière monstrueuse derrière ça, mais qui a toujours eu cette image de loser, et ça a commencé à l'université. Donc, et en parlant de The Ball Never Lies, faites-vous toutes les vidéos de cette chaîne si vous voulez vous renseigner sur des légendes du basket. Et faites-les-vous dans l'ordre, parce que j'ai l'impression, après je l'ai découvert, je connaissais déjà le basket. Mais je pense que ça peut aider à comprendre le basket, il explique des choses au fur et à mesure. Donc, allez découvrir cette chaîne. Mais voilà, la NCAA, en ce moment c'est la March Madness. Moi j'ai mis Duke en vainqueur. Allez regarder les matchs, renseignez-vous sur la March Madness. Il y a plein de légendes géniales autour du basket universitaire. Et je vais vous laisser. Et n'oubliez pas.